Alors nous voilà pour une nouvelle table ronde, la quoi, 102e, je sais pas, enfin beaucoup, vous savez, il y a plein de tables rondes, c'est la catastrophe, on ne peut pas tout voir, je vous comprends, c'est la déprime. Mais vous ressortez comme ça, plus savant, en ayant envie de revenir l'année prochaine, hein, on est cruel aux Utopiales. Alors aujourd'hui, cette table ronde sur hydrogène, une énergie du futur, on aurait peut-être mis un point d'interrogation éventuellement, on aurait pu l'imaginer. En tout cas, pour discuter des énergies du futur, singulièrement des énergies dans les moyens de transport et de l'hydrogène en particulier, qu'est-ce que c'est que cette chose comme énergie pour les moyens de transport et comme énergie tout court. Nous avons deux éminents invités. Olivier Joubert, juste à ma gauche, qui est professeur à l'Université de Nantes et qui enseigne la chimie des matériaux à Polytech Nantes et donne des cours aussi sur la filière hydrogène à Centrale, à l'école centrale. Et il est chercheur à l'Institut des matériaux de Nantes. Et notamment, il est le découvreur, ou il a participé à des découvertes de nouveaux matériaux destinés à des applications qu'on appelle piles à combustible. On va revenir, c'est pour l'instant un mot technique, je pense peut-être certains d'entre vous savent de quoi il s'agit, mais peut-être pas tout le monde, donc on va y revenir tout à l'heure. Piles à combustible et électrolyseur. Et puis vous dirigez aussi le groupe national de recherche, le groupe de recherche national hydrogène, système et piles à combustible. Donc ça c'est un groupe de recherche qui regroupe des dizaines de laboratoires à l'échelle française, des laboratoires du CNRS à l'échelle nationale. Et puis Alain Beuzvillewald, alors vous êtes connu, on vous connaît, enfin vous connaissez, je ne sais pas, en tout cas ceux qui sont nantais empruntent le réseau de transport de la Sémitan, je pense plus qu'une fois par jour et probablement plus qu'une fois par semaine. Vous êtes centralien et justement depuis 1998, directeur général de la Sémitan, qu'on aime bien ici aux Utopiales évidemment, parce que la Sémitan est un de nos partenaires privilégiés, notamment pour toute la partie manga et Japon du festival. Et vous êtes donc exploitant du réseau de transport public, la Sémitan, ça exploite le réseau de transport public de Nantes. Et on le sait, on le voit, on l'entend, ce réseau de transport est particulièrement concerné par les énergies qu'on appelle propres. Qu'est-ce que ça veut dire une énergie propre? On va en discuter. Des bus au gaz, des navettes fluviales, enfin une navette fluviale expérimentale, un prototype, un démonstrateur dont on va parler, les tramways, et le tramway qui est revenu à Nantes après des centaines d'années, des dizaines d'années plutôt d'inexistence, d'ailleurs pas qu'à Nantes, hein, dans les villes françaises, qui est revenu à Nantes en 1985, qui était une des premières, le renouveau du tramway. On pourrait peut-être dire que c'est à Nantes que c'est passé le renouveau du tramway français, qui donc du coup a un réseau de transport de tramway extrêmement développé. Donc pour parler un peu la théorie, si j'ose dire, et puis le concret, là, il faut le faire, il faut que ça roule, il faut qu'il se passe quelque chose. Cette énergie, elle n'est pas juste là pour amuser la galerie, elle a des conséquences sur les humains, à la fois pour leur transport, mais aussi pour leur vie quotidienne, dans tout un tas de points de vue dont on va discuter. Alors pour démarrer, je vais commencer avec Olivier Joubert, parce que le titre est quand même hydrogène. Alors, l'hydrogène, c'est quoi? Voilà, c'est quoi l'hydrogène, et puis d'où ça vient? Merci Roland. Bonjour à tous. L'hydrogène, qu'est-ce que c'est? Alors, l'hydrogène, c'est grand H dans le tableau périodique des éléments. Pour un chimiste, c'est un élément qui est connu. Et pour donner une identification d'hydrogène, c'est l'élément le plus léger. Et ça, c'est très important pour les applications. Parce que comme c'est l'élément le plus léger, il va être facilement transportable. Comme dans les batteries lithium, vous avez du lithium qui était aussi un élément très léger, et c'est pour ça que les nouvelles batteries sont aussi performantes. Donc l'hydrogène est un élément très léger, grand H. Il se présente sous quelle forme si on en a... Alors, dans la nature, en fait, on le trouve toujours combiné avec autre chose. D'accord, il n'est jamais tout seul. Il est combiné avec de l'oxygène pour faire de l'eau, H2O. D'accord. Ah oui, c'est vrai que l'eau, c'est le monoxyde de dihydrogène. C'est en effet le monoxyde de dihydrogène, en effet. Et on le trouve aussi combiné avec le carbone, c'est le méthane, CH4. C'est ce qu'on a dans nos tuyaux de gaz pour alimenter notre gazinière. Et on ne le trouve pas à l'état naturel, le dihydrogène, H2, on ne le trouve pas à l'état naturel. C'est une molécule, en fait, parce que l'atome, l'hydrogène dont tu parlais, qui est dans la classification périodique, qui est la première case, l'élément, oui. C'est l'élément, ouais. C'est l'atome d'hydrogène, ou l'élément hydrogène. Ouais. Mais quand on parle de l'hydrogène, on parle de la molécule hydrogène. Alors j'ai fait cette subtilité quand même, parce qu'on est là aussi pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Ce qui est deux atomes d'hydrogène liés ensemble. En effet, c'est ce qu'on appelle aussi le dihydrogène. Le dihydrogène, d'accord. Et lui, effectivement, n'est pas à l'état naturel sur Terre. On en trouve un tout petit peu en Russie, il y a eu des découvertes très récentes, mais mélangé avec plein d'autres composés, donc difficilement extractables. Donc il faut le produire. Ça veut dire, quand on dit je vais rouler à l'hydrogène, on va en reparler bien sûr tout à l'heure,
il n'y a pas qu'à se baisser pour le ramasser l'hydrogène. Non, non, il faut le produire, donc il faut le produire à partir des éléments, des composés dont j'ai parlé juste avant, c'est-à-dire soit avec de l'eau, soit à partir du méthane. D'accord. Alors le dihydrogène est historiquement largement utilisé dans les fusées. Hein. Je pense que quand on parle de dihydrogène, l'utilisation c'est la fusée Ariane par exemple. Oui, c'est les combustibles liquides qu'on met dans les réacteurs de fusée. Voilà, Entre d'hydrogène, autres. dioxygène, voilà, entre autres. D'accord. Et donc, par exemple, en France, l'endroit où on produit le plus de dihydrogène, c'est du côté de la Guyane. Parce que oui, à cause des fusées. Ah, voilà. Donc il y a une fusées. unité de production d'hydrogène en Guyane, évidemment. Et donc là, on le produit à partir de méthane, combiné avec de l'eau, un mélange, on monte ça en température, et on produit ce méthane plus du CO2, on sépare les deux, et donc on obtient du dihydrogène pur. D'accord. Ça, c'est la méthode de fabrication. Je vais faire une remarque à la fois technique et récapitulative d'une conférence que j'ai donnée au tout début. Le méthane, c'est l'inverse de la réaction de Sabatier. C'est ce qu'on appelle le réformage à la vapeur d'eau. D'accord. Donc c'est ça, je crois que c'est l'inverse. Parce que Sabatier, c'est CO2 plus d'hydrogène. Ouais. Voilà. Donc je dis ça parce que ceux qui ont suivi ma conférence sur Seul sur Mars, j'ai parlé de la réaction de Sabatier. C'est un rappel pour. Puis les autres, ils n'ont pas vu, tant pis, c'est pas grave. C'est juste un petit private joke pour ceux qui ont suivi cette conférence. En effet, si on arrive à avoir de l'hydrogène, à un moment donné, si on a un stock d'hydrogène, on ne sait pas quoi en faire, on peut le mélanger avec du CO2 pour refaire du gaz utile, du méthane, ou bien autre chose, d'autres hydrocarbures. Ça, c'est très intéressant. D'accord. Donc là, l'idée, c'est de récupérer, de transformer du gaz, de l'eau ou du méthane en hydrogène par soit un processus chimique de réaction chimique quand c'est du méthane, et quand c'est l'eau, alors comment on fait ? Alors quand c'est le méthane, pour revenir un peu sur le méthane, le problème de production d'hydrogène par le méthane, c'est qu'en même temps on produit du CO2. Donc on va dire que pour la planète, c'est quand même pas... c'est pas le gain, on n'a pas gagné quelque... Ouais. En même temps, on transforme du méthane qui est un gaz à effet de serre en un CO2 qui est un gaz à effet de serre, mais qui n'ont pas le même pouvoir réchauffant, comme on dit. Donc il y a peut-être un petit gain. Mais enfin, en tout cas, il y a un petit gain, c'est qu'on peut facilement. certainement capter et stocker le CO2 qui est produit à ce moment-là, et puis l'utiliser plus tard, par exemple, avec de l'hydrogène. Alors l'autre solution, c'est séparer l'hydrogène de l'oxygène dans la molécule d'eau. Et pour cela, il faut apporter de l'énergie. Cette énergie, on l'apporte en général par de l'électricité. Donc l'électricité plus cette molécule d'eau permet de scinder l'hydrogène et l'oxygène, de les séparer. Et d'un côté, on produit de l'hydrogène, de l'autre côté, l'oxygène. Et ça, ce processus s'appelle de l'électrolyse. L'électrolyse, c'est ça l'électrolyse. Ça se fait avec de l'électricité. Ça se fait à partir de l'électricité. C'est aussi bête, on met 2 électrodes dans l'eau, on appuie sur le bouton, si j'ose dire, et puis boum, ça produit un côté le dioxygène, de l'autre côté l'hydrogène. Il faut le récupérer proprement. Mais... Complètement. Alors si on peut apporter en même temps un peu de chaleur, eh bien, on diminue la quantité d'électricité qu'on utilise, et ce qui permet d'être un peu plus rentable. D'optimiser la consommation. Parce que du coup, produire du dihydrogène, ça veut dire que ça coûte d'abord. L'hydrogène n'est pas... dire que l'hydrogène serait une source d'énergie n'est pas tout à fait juste. Ça serait une façon de transformer de l'électricité en énergie chimique, finalement, en énergie. D'accord. C'est un moyen qui est très utile et envisagé pour le stockage des énergies électriques issues, par exemple, de l'éolien ou bien du solaire, qui sont des énergies dites intermittentes. Donc, à un moment donné, on produit beaucoup et à un moment donné, on produit peu. Et donc, on a besoin de stocker pendant les périodes où on produit beaucoup pour pouvoir peut-être l'utiliser un peu plus tard, pendant la nuit, par exemple, quand on a peu de soleil, pour avoir de l'énergie soit chimique, soit électrique. Parce que ça, c'est plus efficace que de stocker dans des grosses batteries, parce qu'on entend Elon Musk qui nous vend ses batteries pour ses voitures, ceux qui ont les moyens de se payer des Tesla ici, il doit y en avoir quelques-uns peut-être. Je veux bien l'essayer s'il y en a une. Et donc... là, c'est des batteries, donc c'est autre chose. C'est du stockage d'électricité direct. Bon, c'est une batterie électrochimique, mais c'est du stockage d'électricité. Alors que là, c'est du stockage chimique, finalement, dans l'hydrogène. Les deux, dans une pile, on peut stocker effectivement de l'énergie électrique. On peut stocker aussi sous forme chimique à partir d'hydrogène. Après, c'est un problème de cyclabilité. Les batteries ne sont pas cyclables à vie. On a tous des problèmes de téléphone portable avec une batterie qui, à un moment donné, est morte. Et donc, ou bien explose. Bon, ça, c'est un autre problème. Là, c'est une source d'énergie, finalement. Samsung, ils auraient dû vendre ça comme source d'énergie. On en met plein dans une boîte, et puis après, boum, et on récupère les...
Ouais, c'est aussi une source d'énergie. 1500 cycles, c'est à peu près l'équivalent pour une batterie. Donc, par contre, l'énergie chimique sous forme d'hydrogène, on peut la stocker, on va dire, d'une façon infinie. D'accord. On stocke, on se déstocke. D'accord. Et donc, Alain Boswilwald, vous allez utiliser l'hydrogène. Alors, vous êtes un opérateur de transport, donc vous êtes... comment ça se passe en pratique? D'abord, pourquoi utiliser l'hydrogène et puis comment ça se passera en pratique? Alors pourquoi utiliser de l'hydrogène? Simplement parce que ce qu'on vient de dire, c'est sans doute une énergie pour le futur. Alors je vais refaire un petit cycle de l'histoire de l'énergie Oui, mais ça c'est intéressant aussi. Parce dans la mobilité oui. au sens large, puisque Nantes a cette particularité d'avoir aussi porté pas mal d'innovations dans le domaine du transport public. Donc je ne vais pas revenir à l'histoire de la création du réseau en 1825 avec des hippomobiles, mais ça fait partie de notre histoire. Hippomobile, ça veut dire à cheval. Hein, à cheval, oui, oui. Ouais, d'accord. L'histoire de M. Stanislas Baudry, que les Nantais connaissent bien. Bon. Mais surtout, la première évolution, c'est de remplacer le cheval par des machines. Et la première machine, ça a été les tramways à air comprimé, là aussi qu'on doit à un ingénieur nantais qui s'appelait Mekarski. À air comprimé, ça veut dire qu'il y avait un réseau, d'air comprimé avec de l'air comprimé dedans. Oui. Et qu'est-ce qui se passait? Le tram se... Ah oui, on s'arrêtait dans les stations, on remplissait ces réservoirs d'air comprimé, et puis on allait de station en station. Bon. Là, on est dans les années 1900. Bon, c'est pas si vieux que ça, hein, ça fait un peu plus d'un siècle. En 1913, on électrifie le réseau de Nantes. Hein, donc les Nantais connaissent bien. Du côté de la Moronnière, il y a un magnifique bâtiment qui porte encore le nom de la compagnie des tramways nantais, et dans lequel étaient rangés ces magnifiques tramways de 1913, dont on voit un exemplaire circuler encore. Hein, il y a une quinzaine de jours, pendant la journée du patrimoine, nous avons fait rouler une de ces motrices de 1913. Et ce tramway a disparu en 58. L'électricité a été remplacée par effectivement l'énergie gazole, pour faire simple, qui avait deux vertus, entre guillemets, si je peux mettre des guillemets à vertu. La première, c'est que c'est très facile de stocker du carburant, c'est des réservoirs assez faciles à faire, et surtout, l'autobus permettait de s'affranchir de toutes les contraintes d'un réseau de tramway qui a des rails, des lignes aériennes et toute une série. Voilà, c'est de l'entretien du réseau, de la fabrication du réseau. Et on est prisonnier d'un certain nombre d'itinéraires. Donc en 58, le bus va remplacer le tramway en donnant cette image d'un réseau beaucoup plus libre. Bon. Il revient, alors il reste quelques villes qui n'ont pas sacrifié leur tramway. Bon, tout le monde connaît le tramway de Saint-Étienne, la ligne 13 à Marseille et puis le Mongy à Lille. Mais c'était trois réseaux qui avaient gardé une ligne de tramway. Et donc le renouveau du tramway en France, c'est effectivement à Nantes aussi qu'on doit cette expérience. Je dis expérience parce qu'à l'époque, c'était un peu vécu comme ça, avec une image très négative d'une espèce de retour en arrière, de ce qu'on appelait le péril jaune à l'époque, des histoires de vélos dont les roues se coinçaient dans les rails, d'épingles à chapeau qui éborgnaient les yeux dans le tramway quand il y avait du monde. Enfin, toute cette imagerie qui existe sur le tramway nantais. Et donc, en 81, la décision est prise de reconstruire une ligne de tramway à Nantes, après moult études sur ce qu'il fallait faire un métro, réutiliser les chemins de fer, je ne sais quoi d'autre. La raison de cette reconstruction, c'était une raison d'optimisation énergétique, de confort de transport À l'époque, la préoccupation énergétique était quand même moins forte qu'elle n'est aujourd'hui. La préoccupation environnementale l'est déjà un peu moins. On était plutôt dans l'idée de dire, si on ne veut pas se laisser envahir par la voiture, ce qui était quand même le débat des années 80, il faut bien qu'on offre des alternatives qui donnent une certaine crédibilité avec un certain nombre de capacités de transport, etc. Bon. Et c'est comme ça que le tramway revient à Nantes en 85, hein, dans l'indifférence générale. Oui, c'est assez vrai, puisque tout le monde sait, il n'y a pas eu d'inauguration du tramway en janvier 85 à Nantes. Les Grenoblois l'ont inauguré en 87, donc parfois on a une dispute de date, mais 85, c'est avant 87. Bon, aujourd'hui, la question du développement du tramway en France ne se pose pas, puisqu'on a aujourd'hui 25 villes françaises qui ont rétabli des réseaux. Et donc, on voit bien que le retour de l'énergie électrique, qui avait disparu, revient avec aujourd'hui beaucoup d'avantages qui sont que sur place, hein, donc ça c'est aussi le débat de l'énergie, sur place le réseau électrique est propre. Bon, après on peut se poser la question... Oui, parce que cette électricité, évidemment, quand on fonctionne d'électricité, on se dit c'est bien, cette électricité, c'est sympa. Mais d'où vient cette électricité? Il a bien fallu une machine qui transforme une énergie en une autre, une énergie en électricité. Si la machine c'est une centrale nucléaire, il y aurait des choses à dire. Mais disons que ce n'est pas comme du fossile, ça est moins émetteur de CO2, évidemment. Donc il y a encore la question d'où vient l'électricité, bien sûr. Dans toutes les énergies ont leur petite face cachée, entre guillemets. En tout cas, sur place, l'énergie électrique a cet avantage, en tout cas, de ne pas polluer sur place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'arrière du bus, il n'y a pas un gros nuage quand le bus démarre.
Et en même temps que le tramway s'est développé, donc à Nantes de 85 à 2010, pour faire simple, s'est reposé aussi la question du reste de la flotte, donc des autobus. On n'allait pas reconstruire des lignes de tramway dans tous les quartiers de Nantes. Et donc ici, nous avons fait le choix de passer au GNV progressivement, mais depuis 97. Le GNV, tu peux nous dire... Ah oui, du gaz naturel de ville. Ah, voilà. Le gaz naturel. Le gaz naturel de ville, celui qu'on a sur sa gazinière, hein. Bon, qui a posé quelques soucis, j'allais dire, mais c'est pour ça que j'en parle un peu comme l'hydrogène, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de critiques sur le fait, pour stocker le GNV, on le stocke dans des réservoirs sous pression en toiture. Il y a eu quelques déboires, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un réservoir un jour qui s'est envolé, pas à Nantes, hein, dans une ville de l'Est de la France et qui a fini dans un pavillon de banlieue. Donc il y a eu toute une série de... Parce que sous pression, quelle est la pression à l'intérieur du réservoir? C'est 200 bars. 200 fois la pression atmosphérique? Oui, 200 bars. Ah oui, donc bon. si on fait un petit trou si on fait un trou, ça monte. D'accord. Hein. Donc il y a eu ce problème un peu psychologique de dire est-ce que voyager avec des bouteilles de gaz sur le toit, je ne suis pas en train de faire un trou pour propulser le truc, quoi. Oui, enfin, ça s'appelle l'air comprimé. Exactement. Donc en fait, le gaz naturel de ville aujourd'hui n'est plus un problème de sécurité. Enfin, je ne connais pas d'incident majeur sur le GNV. Et puis aujourd'hui, on arrive à un tournant puisque on arrive à cette prolifération de recherche en matière d'énergie. Alors, on parlait de l'électricité, hein, les batteries, des bus à batterie. Nous, on a fait des choix un peu différents. On reviendra peut-être un peu dessus, mais comment transformer aussi une flotte de bus en bus électriques sans transporter que des batteries, parce qu'en fait, c'est pas le problème d'un réseau de transport. Hein. C'est comme Gaston Lagaffe. Vous utilisez Gaston Lagaffe. Voilà. Il a sa valise électrique qui roule toute seule. Vous connaissez ça? Et après, il ouvre la valise, et il y a juste une brosse à dents dedans, et il n'y a que des piles à l'intérieur pour faire avancer la valise. Donc c'est une valise électrique qui roule toute seule, mais bon, évidemment, elle transporte des piles, ce qui est quand même un peu fâcheux. Ouais, c'est un des grands handicaps du véhicule électrique, hein, y compris ce problème de poids lié aux batteries, etc. Donc des recherches un peu différemment. Et puis, forcément, on arrive à dire il faut arriver vers des énergies un peu connues, qui sont l'hydrogène, qui va nous permettre, en tout cas c'est dans l'acception dans laquelle on va l'utiliser, de faire des prolongateurs de vie de systèmes de batterie. C'est-à-dire le bateau que nous allons réaliser, qui va normalement, je dis normalement parce qu'il ressemble un peu à l'Arlésienne si on lit la presse, mais il va finir par arriver sans doute d'ici la fin de l'année, qui va être expérimenté sur l'Erdre. C'est un bateau sur lequel il y aura une pile à combustible qui permettra de prolonger l'autonomie de ce véhicule, qui fonctionnera aussi avec des batteries. Des batteries, d'accord. Donc ça sera juste un complément, une sorte de mixité de sources d'énergie propulsive pour le bateau ou pour le véhicule en général, qui a à la fois des batteries électriques pour stocker l'énergie électrique dont il a besoin, et puis quand les batteries sont vides, qui peut arriver assez vite finalement, mettre autre chose. Un peu comme les voitures hybrides finalement. Enfin, c'est un peu la même idée. C'est ce qu'on utilise aussi sur des véhicules classiques. Hein. Il y a dans l'agglomération plusieurs véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène, mais en fait, quand on dit qu'ils fonctionnent à l'hydrogène, c'est en fait des véhicules avec des batteries, mais avec des prolongateurs d'autonomie, puisque un des grands problèmes de l'électricité et des batteries, c'est le problème de l'autonomie des véhicules. Quand on réfléchit, un autobus, il faut qu'il puisse faire 250 km par jour sans repasser à la pompe. Donc on voit bien que si on doit avoir 250 km d'autonomie avec un système de batterie, on est un petit peu limité. C'est un autobus de batterie, quoi. Voilà, c'est un autobus de batterie. Donc on va passer à l'hydrogène de façon un peu démonstrative. Hein, on appelle bien ça un démonstrateur. D'abord parce qu'on veut montrer que c'est une énergie qui fonctionne, qui n'est pas une énergie de demain dans le rêve, hein, même si on en voit beaucoup à l'étranger. Hein. Et là, je vois qu'on prend un certain retard en France sur le déploiement de l'hydrogène comme combustible. Et derrière, après ce projet, qui normalement devrait fonctionner, nous sommes en train de réaliser une station d'électrolyse, cette fois-ci. Hein, parce que là aussi, l'énergie hydrogène qu'on va utiliser dans un premier temps, elle viendra avec des bouteilles, elle sera livrée sous forme de bouteilles d'hydrogène. Tout ça n'est pas très, comment dire, c'est pas une vraie filière. La vraie idée qui est derrière ça, c'est comme les fusées de Kourou dont parlait Alain Joubert tout à l'heure. Si on veut produire sur place ce dont on a besoin. Quoi, voilà. La vraie idée, c'est de créer une filière. Hein. Et de créer une filière, ça veut dire quoi? C'est ce qu'évoquait à l'instant. C'est de transformer de l'énergie électrique produite de façon propre, donc éolienne, solaire, à des moments où on n'en a pas besoin, et plutôt que de la brûler, la stocker sous forme d'hydrogène. Alors c'est vrai que le bilan énergétique de tout ça est sans doute pas excellent, mais si on ne l'utilise pas en la stockant, elle est de toute façon perdue. Là, ce bateau, il a des vertus finalement de démonstrateur, de vertus pédagogiques, parce que quand on évoque hydrogène, quand même, enfin, moi, mais peut-être vous, ça vous dit quelque chose, le Hindenburg?
le gros zeppelin rempli à l'hydrogène. Alors, il n'était pas rempli à l'hydrogène propulsif. Il était pour le tenir en l'air. Enfin, il y a eu un petit problème et ça a sauté. Alors, du coup, je me tourne vers Alain Joubert pour dire alors, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, comment on transforme l'hydrogène en énergie propulsive, en énergie douce, en électricité typiquement? C'est quoi la machine qui fait ça, qui transforme cet hydrogène? Alors, on vient juste d'en parler, ouais. c'est à mi-mot, mais c'est la pile à combustible. Ouais. En effet, l'hydrogène, alors pour en revenir sur l'Hindenburg. Oui. Bon, ah oui, d'abord revenir sur l'Hindenburg. Il y avait quelque chose d'intéressant dont on a parlé avant, c'était effectivement, l'Hindenburg initialement, il devait être rempli d'hélium. Hein, et c'était pendant la guerre. Ça, c'est le deuxième dans la case, dans les refaisant des chimistes, de chimistes. Et ça permet d'avoir effectivement des engins plus légers que l'air, on va dire. Hein. Mais comme on était pendant la guerre et que l'hélium était un gaz, on va dire, stratégique, on l'a rempli d'hydrogène. Mais ce qui s'est passé, je crois que c'est l'enveloppe qui était en aluminium, à base d'aluminium, qui a pris feu. Mais il y a eu une décharge électrique, en fait, au pylône d'amarrage, il y avait une décharge d'électricité statique, et c'est vrai que hydrogène et dioxygène dans les fusées, ça fait décoller les fusées. Donc là, le but, c'est pas de produire beaucoup d'énergie. Alors là, on utilise l'énergie, on va dire, de combustion. La pile à combustible, il n'y a pas de combustion. C'est simplement une pile, c'est-à-dire que ça produit de l'électricité par combinaison d'hydrogène et d'oxygène d'un côté, sans qu'il y ait de combustion. C'est simplement une production d'électrons, c'est-à-dire d'électricité. Et ce système-là ne produit pas de combustion, je le rappelle, simplement des électrons. Donc c'est un système où il n'y a pas de bruit, déjà. Ça, c'est très intéressant. C'est utilisé, ces piles à combustible, actuellement, pour ceux qui ont déjà, par exemple, un camping-car. Il y a de plus en plus de piles à combustible qui sont utilisées dans les camping-cars pour produire cette électricité dont on a besoin. C'est un peu l'inverse de l'électrolyse. On recombine. En effet, la découverte s'est faite comme ça. Ouais. C'est-à-dire que le chercheur qui, en 1830 ou 35, on va dire, travaillait sur l'électrolyse, s'est rendu compte que l'hydrogène et l'oxygène qui étaient produits de chaque côté sur les deux électrodes de cet électrolyseur pouvaient se recombiner, et il a découvert que ça produisait de l'électricité. Et c'est là qu'il a inventé la pile à combustible. Quelques années avant Jules Verne, parce que Jules Verne parlait un peu de cet hydrogène dans l'île mystérieuse, parce qu'on parle un peu de Nantes, donc Nantes c'est Jules Verne. Et Jules Verne, dans l'île mystérieuse, disait l'hydrogène c'est le charbon de l'avenir, on va dire, en résumé. Hein. Et ça, c'était en 1875, c'est-à-dire 40 ans, grosso modo, après la découverte de la pile à combustible. Donc Jules Verne n'avait rien inventé, mais c'était un bon lecteur. Il avait déjà vu des choses. Ouais, il lisait un peu Il a fait une belle mise en scène des sciences de son temps, disons. Voilà, une belle mise en scène des sciences de son temps. Donc l'hydrogène combiné à l'oxygène de l'air permet de produire donc de l'électricité et un peu de chaleur, parce que cette réaction le rendement n'est pas de 100%, donc il y a un petit peu de chaleur, et en plus de l'eau. Donc on prend de l'eau au départ, si on a une source d'énergie électrique, par exemple du type solaire ou bien éolien, on produit de l'hydrogène que l'on stocke. Et au final, l'hydrogène est recombiné avec de l'oxygène au moment où on en a besoin pour produire de l'électricité, plus de l'eau. Donc c'est un cycle. Donc on ne prélève pas d'eau, on reproduit de l'eau. On perd un peu à chaque étape du cycle. On ne perd pas d'eau, ça c'est sûr. Mais ça on perd pas d'eau, mais on paye de l'énergie pour produire le dihydrogène, on en récupère dans la pile de combustible, mais pas autant qu'on en a mis au départ. Bien sûr, le rendement global, si on prend en compte ne serait-ce que le rendement du panneau photovoltaïque, il est très faible. D'accord. Hein, mais c'est un moyen de stockage, et en plus, il n'y a pas de production de gaz à effet de serre de type CO2 en tout cas. Pour le coup, il n'y en a pas. Ça, c'est intéressant. D'accord, c'est un cycle où il n'y a pas du tout de gaz à effet de serre, parce qu'on part de l'électricité, si on part d'électricité solaire, ou du vent, ou éolienne, on produit zéro gaz à effet de serre pour le coup. Vous parlez de stockage, donc c'est une façon de stocker de l'énergie sous forme de chimie, ça on l'a compris, sous forme de molécules de dihydrogène. On peut transporter. Qu'on peut transporter. Mais alors, c'est un gaz, dans les conditions habituelles, le dihydrogène est un gaz. Oui. Alors un gaz, ça prend de la place. On n'a pas un gros, je caricature encore une fois,
Mais on n'a pas un gros on n'a pas un zeppelin qu'on tire derrière soi avec du d'hydrogène dedans. C'est pas, faut que ce soit compact. Dans la voiture, dans le bateau que va utiliser les réseaux de transport nantais, il n'y a pas un gros machin plein de gaz. Non, c'est un peu comme le GNV dont on parlait tout à l'heure, le gaz est compressé. Alors là, dans les voitures qui sont commercialisées actuellement, parce qu'il existe des véhicules qui sont commercialisés, il y a Toyota qui commercialise, il y a Hyundai aussi. Dans ces véhicules-là, on trouve des réservoirs où le dihydrogène, pour prendre le moins de place possible, est comprimé à 700 fois la pression atmosphérique. 700 fois 700 bars, oui. Ah oui, donc ça rigole pas. Non. Il est comment alors? Et dedans, il est comment? Il est gazeux? Il est effectivement gazeux. Il est gazeux, mais comprimé à une énorme pression. Voilà. On a à peu près... alors, pour donner une ordre d'idée, pour une voiture, je ne parle pas pour d'autres systèmes mobiles, pour une voiture, il faut compter 1 kg d'hydrogène pour faire 100 km. 1 kg pour 100 km. Alors ce kilogramme, il est bien sûr compressé dans un réservoir. Il faut à peu près 16 kg de réservoir pour 1 kg d'hydrogène. Un réservoir, c'est toujours très lourd. Oui. Bien sûr, plus c'est comprimé. Qui contient le kilogramme. Ouais. 1 kg d'hydrogène pour 100 km, 1 litre d'essence, c'est un peu moins qu'un kilogramme, c'est un peu moins dense que l'eau, l'essence. Enfin, disons, c'est de l'ordre d'un kilogramme. En fait, l'essence, c'est 1 kilogramme. On ne fait pas 100 km avec un litre d'essence. Hein. Non. Donc ça veut dire, est-ce que je comprends bien que l'hydrogène, du coup, est une source d'énergie qui est plus concentrée? Enfin, bien sûr, il y a un effort à faire pour produire cet hydrogène, de le stocker dans un truc qui pèse 16 kg par kilogramme d'hydrogène. Mais le dihydrogène lui-même est une source d'énergie. Si je dis source d'énergie un peu en généralisant, enfin, c'est un moyen de récupérer l'énergie chimique qui est finalement plus concentré que l'essence habituelle. Ouais. Sauf que le poids du réservoir n'est pas le même que pour l'essence. Ah oui, donc du coup, on a une... d'accord. Il faut prendre ça en compte. Oui, parce que sinon, il faut donc 17 kg en fait pour faire 100 km. 1 kg d'hydrogène et 16 kg qui sont toujours là. Quand les voitures, dont je reparle des voitures qui sont produites actuellement, on a une autonomie d'environ 600-700 km, donc on a à peu près 6-7 kg d'hydrogène, ou multiplié par 16 pour avoir le poids total à peu près. Donc le système qui confine tout ça, parce qu'évidemment, à 700 bars, à 700 fois la pression atmosphérique, il ne faut pas faire, évidemment... de trous dedans et on ne supporte pas l'approximation. Il ne faut pas qu'il y ait de petites fissures, il ne faut pas qu'il y ait de problème. Faut que ce soit... Ils sont faits comment d'ailleurs? Vous avez une idée? Il y a ce qu'ils appellent un liner en aluminium, donc on va dire la couche interne et externe. C'est un système de, comment on appelle ça, de fibre de carbone qui fait en sorte que le réservoir déjà ne gonfle pas, parce qu'à 700 bars, il pourrait gonfler. Bien sûr. Il y a un peu de gonflement lorsqu'on le remplit, mais ça aussi c'est un problème. Le remplissage est aussi... Ah oui, parce qu'à 700 bars, j'arrive avec ma voiture, je roule à l'hydrogène, j'ai un machin, j'ai comme un truc d'essence. Un pistolet, je mets dedans et vas-y, ça envoie l'hydrogène. Tout à fait. Ouais. Mais il faut à peu près 3 minutes pour remplir. Si j'appuie sur sur un truc d'essence, j'appuie, bon, c'est pas bien de faire ça, ça fait couler l'essence, bon, ça va, ça coule. Ah, j'ai déconné. Mais là, si c'est 700 bars, enfin, ça marche comment? En pratique? En pratique, c'est très simple. On prend le pistolet, on le branche, on fait un petit quart de tour pour sécuriser, et après on appuie sur le bouton, faites-moi le plein, et on attend que ça se passe. On va fumer sa cigarette à côté. Ah oui, c'est ça, parce que là, il ne faut pas fumer. Oui, évidemment. Mais bon, l'intérêt, c'est que contrairement à une voiture batterie, là, en 3 minutes, on fait le plein de l'équivalent de 600 km d'autonomie. D'accord, en 3 minutes, oui, ça va. C'est comme les Formule 1, finalement, on va pouvoir commencer à faire... Vous savez, dans les Formule 1, quand les gars arrivent, ils se garent, tout est changé en 20 secondes. Les pneus, les 4 pneus, le pare-brise nettoyé évidemment, et puis ils ont fait le plein aussi. Donc c'est un peu, ça sera peut-être pas aussi rapide que ça, mais ça sera un plein rapide. La pile à combustible produit cette électricité à partir d'hydrogène et d'oxygène. L'oxygène provient en général, il n'est pas stocké dans la voiture ou dans le système. Hein. Il est prélevé de l'air, puisque tout le monde sait qu'on a de l'oxygène dans l'air, à peu près 20%. Par contre, étant donné que l'air n'est pas pressurisé, il y a tout un système de compresseurs qui viennent là pour comprimer, pour avoir à peu près l'équivalent de l'hydrogène de l'autre côté. Et Alain, toi tu parlais tout à l'heure de ce futur hydrogène qui va être utilisé. Il va d'abord arriver sous forme de bouteille. Donc après l'idée c'est ça, si tu fais s'il y a l'électrolyseur qui se produit, qui est là, et il y aura toute la filière de stockage, de pompe, hein, tout ce qu'il faut. Il y a toute une infrastructure finalement à construire. C'est c'est pas si simple. En dehors de la recherche pour passer à la phase opérationnelle, c'est un petit peu compliqué. C'était déjà compliqué pour le GNV parce que, pareil, quand on comprime même à 200 bars,
du gaz, ça nécessite un minimum de sécurité. On sait qu'un des éléments de fragilité, c'est les réservoirs, puisqu'effectivement, ils sont soumis à pas mal d'efforts. On a en France aussi une réglementation d'une très très grande sévérité sur le contrôle des réservoirs. Et donc un réservoir, ça tient à peu près la durée de vie d'un bus, 15-20 ans, mais ça fait l'objet de beaucoup de contrôles. Et ça oblige dans les entreprises à avoir effectivement une formation particulière pour contrôler tout ça. Quand on va passer à l'hydrogène, le problème est à peu près le même, mais j'allais dire un peu complexifié par le fait qu'on sera à des pressions plus élevées. Alors moi, je pense que nous, on sera aux alentours de 350 bars et pas à 700 bars, parce qu'il y a les deux pressions qui sont possibles. Un des problèmes de l'hydrogène, c'est celui qu'on évoquait, c'est une toute petite molécule, donc les réservoirs, il faut qu'ils soient, j'allais dire, encore un peu plus étanches que ceux qui contiennent du méthane. Et puis, il y a forcément tout un process de chargement. Aujourd'hui, le GNV à Nantes, c'est très simple, hein. Le conducteur, le soir, il rentre son bus, il branche un tuyau et on les remplit, comme on dit, en biberonnage, c'est-à-dire pendant toute la nuit, pendant 3-4 heures, les bus se remplissent. Ça évite, quand on remplit très rapidement, le problème c'est qu'on donne des chocs de pression dans les réservoirs. Certes, on gagne du temps, mais on fait plus de fatigue sur les réservoirs. Donc pour le GNV, nous on a choisi des remplissages comme ça par biberonnage toute la nuit. Sur l'hydrogène, je pense qu'on essaiera aussi d'aller vers des systèmes où finalement on utilise la nuit, où on n'a pas besoin des véhicules pour faire ce remplissage. Donc on donne du temps pour remplir, on fait le plein le matin, ou le soir, de la nuit, et après, brum, on peut rouler la journée. Voilà. Et pour les voitures, parce que pour les voitures, évidemment, les gens, ils s'arrêtent quand il n'y a plus d'essence, plus d'hydrogène. Donc là, il faut remplir. Il ne faut pas attendre 3 heures que ça se remplisse pour repartir vers Marseille, quoi. Donc là, les contraintes ne sont pas les mêmes, évidemment. En effet. Actuellement, le gros souci pour le développement de ce système hydrogène pile à combustible, hein, c'est le déploiement à la fois des véhicules et à la fois en même temps des stations d'hydrogène. Parce que si on a des véhicules mais qu'il n'y a pas de station d'hydrogène, bien sûr, ça ne peut pas. Parce qu'il y a des stations d'hydrogène, comme il y a des stations essence. Voilà. C'est pas pour un véhicule électrique, c'est pas tout à fait n'importe quelle prise, mais disons, il faut la bonne prise électrique et ça semble plus facile à installer les prises électriques que d'installer des stations d'hydrogène. Parce que là, pareil, le réservoir de la station, il a une grande capacité, sous haute pression. Enfin bref, voilà, il y a toute une structure à installer, quoi. Donc c'est un double enjeu finalement, à la fois d'avoir les véhicules et le réseau en même temps. Pour que les véhicules se développent, il faut le réseau, mais pour qu'il y ait le réseau, il faut qu'il y ait les utilisateurs. Alors, on l'a bien vu avec le véhicule à batterie électrique, avec des stations qui ne fonctionnent pas parce que il n'y a pas assez de personnes. Donc là, c'est pareil en Allemagne, par exemple, où le déploiement de ces infrastructures a été important. Eh bien, on a vu des stations-service à hydrogène s'ouvrir et puis fermer quelques temps après parce qu'il n'y avait pas assez de personnes. Il n'y a pas assez d'utilisateurs. Voilà. Donc en France, on a un environnement un petit peu différent. Je pense que Alain, en France, on essaye d'ouvrir des stations-service à la hauteur du nombre de véhicules qui sont déployés dans l'environnement. Donc, par exemple, sur Nantes, il va y avoir une station-service qui va peut-être ouvrir rapidement pour un certain nombre de véhicules, une dizaine de véhicules. Donc, on va prendre en compte ce nombre de véhicules pour tailler, on va dire, dimensionner. Et d'où l'intérêt aussi qu'il y ait des flottes, enfin qu'il y ait des entreprises, des réseaux de transport. C'est un des enjeux de notre projet de station d'électrolyse en fin de production d'hydrogène, hein, puisque comme on vient de le dire, si on produit de l'hydrogène qui n'a pas de client, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Et inversement, s'il n'y a pas de client, on ne va pas pouvoir construire cette station. Donc notre objectif d'ici 1 an et demi, 2 ans, c'est que cette station, elle va être dimensionnée pour alimenter environ une trentaine de véhicules classiques. Hein, et nous, on vise plutôt de vendre ça, entre guillemets, à des véhicules de livraison pour ces fameux derniers kilomètres en centre-ville qu'il est bien de faire de façon totalement propre. Et donc on pense qu'il y a un marché sur cette histoire-là. Peut-être quelques véhicules un peu plus gros, des petits camions, puisqu'on a aussi ici un partenaire qui est très très en avance sur ces problèmes de recherche du carburant, c'est la Poste. Il ne faut jamais oublier que la Poste, c'est le premier parc automobile de France. Oui. Et sur ce sujet-là, il y a beaucoup de recherches, et on a ici un centre de recherche de la Poste. Et donc on espère aussi que certains véhicules de la Poste passeront à l'hydrogène. Et cette station, elle va être dimensionnée pour pouvoir grossir. Parce que là aussi, on est dans des effets de démonstrateurs. Je ne sais pas, dans 2 ans, je ne sais pas quel sera le marché réellement de l'hydrogène. D'ailleurs, ça pose beaucoup de questions aussi. À quel prix va-t-on vendre cet hydrogène? Quelle fiscalité va être imposée sur ces carburants? On évoquait tout à l'heure, Roland, le fait que
Il y a aussi le poids de la fiscalité sur le développement ou pas d'une énergie ou d'un réseau d'énergie en France. Donc c'est assez compliqué. Mais en même temps, si on ne met pas le pied à l'étrier, enfin, c'est toujours la même chose. Hein, c'est la poule et l'œuf. Voilà. Il faut qu'il y en a qui commencent, il y en a qui se lancent, mais il se lance s'il peut, il peut s'il se lance. Voilà. Et donc il faut accepter aussi, moi j'aime bien, il faut aussi accepter l'idée d'un échec, entre guillemets. Je ne vise pas l'échec, bien entendu, mais il faut accepter cette idée, sinon on ne commence pas cette affaire. Bon, après, effectivement, quand on va démarrer, c'est sûr que l'énergie électrique qui va alimenter notre station, ça ne sera pas de l'énergie électrique venant des éoliennes d'Atlantique. Mais on peut imaginer que quelques années après, ce sera effectivement ça. Et sur la flotte, c'est pareil. On va démarrer avec 20-30 véhicules qu'on espère pouvoir mobiliser. On est capable d'étendre cette station pour en doubler la capacité. Il se trouve qu'elle sera installée tout près d'un de nos dépôts d'autobus parce qu'on se dit que demain, si on peut alimenter aussi quelques autobus en plus, eh bien, ça permettra de faire cette démonstration. Et dans ce domaine-là, certes, on n'est peut-être pas trop en retard dans notre cher pays, mais quand on lit la littérature, nos amis allemands ont parlé d'Hambourg, qui est très très en avance sur l'hydrogène. Hambourg prévoit d'avoir en 2020, donc c'est dans 4 ans, 250 bus à hydrogène. À Londres, il y a des bus à hydrogène qui circulent, enfin, etc. Donc on est en train de prendre un certain retard, parce qu'on a aussi un problème de trouver les industriels qui veulent bien se lancer dans cette fabrication. Quand on fait le cercle complet, il y a les utilisateurs, les clients potentiels, les producteurs, mais il y a aussi les industriels. S'il n'y a rien sur le marché, je ne sais pas comment on développe une énergie nouvelle. Donc il faut aussi une recherche industrielle. Donc là, parce qu'on est aussi dans un festival de science-fiction, il y a eu une époque, on pourrait dire, que les réseaux de transport ne se posaient pas de questions, ont remplacé les bus à essence par des bus ou des bus à diesel par des bus à diesel. Il n'y avait pas trop à se prendre la tête, il y avait juste à compter les sous qui rentrent, s'assurer que ça tourne et puis roule mille. Il n'y avait pas trop à faire preuve d'imagination, à se projeter dans le futur, à interroger le passé éventuellement, à interroger les scientifiques. C'était un peu, entre guillemets, pépère. Maintenant, ça devient du coup plus risqué, plus compliqué, mais il y a cet aspect spéculatif, évidemment, qu'on trouve de la science-fiction, spéculatif qu'on trouve dans la science, enfin, dans l'interrogation de comment faire, comment transformer une énergie en une autre, au moindre coût énergétique, au moindre coût, au meilleur rendement. Et donc, on se trouve dans une situation maintenant qui met le transporteur, par exemple, mais en fait un peu tous les consommateurs, les gros consommateurs d'énergie industrielle en général, dans une situation où il faut se projeter dans le futur. Il faut vraiment envisager le futur et avec les multiplicités et les paris que ça occasionne, évidemment. Oui, parce que c'est un cycle. Hein. Je parlais tout à l'heure de l'introduction du GNV à Nantes, c'est 97. Dans 2 ans, à peu près, toute la flotte sera au gaz. Donc on aura mis 20 ans à transformer la flotte gazole en flotte GNV. Aujourd'hui, quand on se pose ces questions de par quoi je remplace les véhicules de demain, on sait qu'on en prend entre guillemets pour 20 ans. Et il y a aujourd'hui un spectre énergétique beaucoup plus important qu'on avait il y a 20 ans. Comme tu le disais très bien, il y a quelques années, on ne se posait pas la question. Il y avait sur le marché que du gazole et personne ne demandait grand-chose d'autre. Hein. Bon. Aujourd'hui, on a des choix à faire. Ces choix, ils vont peser 20 ans. Donc moi, je pense aujourd'hui qu'un des éléments de réponse, c'est de sortir de la mono-énergie. De toute façon, on voit ça, l'électricité. De ne pas recommencer avec le gazole ce qu'on a fait, quoi. Donc d'être beaucoup plus, sélectif. Il y a des segments qui sont particulièrement bien pour l'électrique. Il y a des segments de marché qui sont sûrement encore bien pour un gazole propre, enfin relativement propre, parce qu'on ne fera pas tout en un seul jour. Il y a de l'hydrogène qui arrivera progressivement dans les flottes. Donc on sera sur un multi-énergie et non plus sur une mono-énergie dans les transports. Et du coup, ça complexifie beaucoup le travail des réseaux de transport. Enfin, en général, les industriels utilisateurs d'énergie, et particulièrement dans les réseaux de transport, qu'il faudra s'adapter à la fois à la distance parcourue, à l'énergie, au client, à l'utilisateur, je dis au client mais à l'utilisateur, qui lui-même peut avoir, parce que tout le monde ici, utilisateur de transport d'énergie, qui pourrait dire, là ces mi-temps c'est bien, ils roulent au l'hydrogène, je vais les prendre, mais les réseaux de transport parisiens, par exemple, ils roulent encore pas mal au diesel, ils m'embêtent, je vais rouler avec ma voiture électrique, par exemple, oui. parce que je pense que ça sera mieux, donc là commence à y avoir une interaction qui n'est pas que de nature, est-ce que les bus sont confortables ? Ce qui est un point, bien sûr, les bus pour l'utilisateur, mais à quoi roulent vos bus ? Parce que moi qui suis utilisateur et qui ai conscience qu'il faut avoir une énergie aussi propre que possible, aussi peu génératrice de CO2 que possible, idéalement pas du tout génératrice, vont avoir une pression d'une autre nature que, disons simplement, le confort, la ponctualité et la rapidité de transport. Et puis on a l'apparition, mais depuis quelques années aussi, d'une autre forme de pollution, c'est la pollution sonore dans les villes. Donc c'est vrai que les bus de type GNV qui ont des moteurs où il y a quand même
une réaction dedans, ne sont pas des bus Silencieux. silencieux. Voilà. Donc on voit bien que l'électrique, c'est aussi une façon de résoudre dans certains secteurs ce problème du bus silencieux. Donc il ne faut pas ça non plus s'appesantir que sur les notions d'environnement, elles sont multiples. Hein. Il y a l'énergie, il y a la pollution visuelle même, je vais dire, et puis il y a la pollution sonore. Donc il y a beaucoup de pollution qu'aujourd'hui on doit essayer de prendre en compte pour trouver quelque chose qui soit aussi supportable économiquement, parce que tout ça se fait aussi, enfin c'est pas le sujet, mais dans la science-fiction, parfois, il y a très peu de... la considération économique passe souvent... À l'étoile de la mort, ça coûte cher. Il y en a qui ont essayé de le faire, Bon. de chiffrer, et c'est beaucoup de trillions de dollars. Voilà. Donc c'est cher. Quand on est opérateur, on est un peu plus près de ses sous, Oui, si oui. j'ose dire. C'est un peu terre à terre, mon histoire, là. Non, non, mais quand bien même. sûr, bien sûr. Il faut faire les choses. Oui. Pour l'avenir, on peut parler de... Moi, je suis chercheur, hein, donc bien sûr. au niveau de l'avenir, on essaie toujours d'être un petit peu en avance par rapport à ce qui se passe actuellement. L'hydrogène, il ne faut pas tout voir en rose quand même. Il y a des choses à améliorer, notamment dans le système de pile à combustible. Il y a le coût. Hein. La pile à combustible qu'on utilise dans l'hydrogène, disons dans les bus ou dans les véhicules, ce sont des systèmes qui incorporent du platine. Le platine étant un élément rare et cher. On en a actuellement dans nos voitures, notamment dans les pots catalytiques. Une certaine quantité. Dans une pile à combustible, on en a beaucoup plus. Donc il faut réduire cette quantité-là. Parce que le platine aussi est un élément, une ressource en stock fini, comme le pétrole, comme le gaz et comme plein d'autres métaux. Et donc à un moment donné, si tout le platine passe dans 3 piles à combustible, enfin 3, je caricature, mais bref, on ne peut pas construire des zillions de piles à combustible. Non, voilà. Le problème va venir de cela, par exemple. Donc actuellement, la recherche tente à essayer de réduire au minimum cette quantité de platine. Je pense qu'on ne pourra pas s'en affranchir. Un peu comme dans un pot catalytique, c'est-à-dire avoir dans un véhicule autant de platine dans un véhicule à hydrogène que dans un véhicule thermique. Ce serait déjà une bonne chose. Et puis, ce qui fait que le coût actuellement est élevé. Pour revenir sur les problèmes tu parlais tout à l'heure de la Tesla, un véhicule de chez Toyota actuellement, c'est à peu près le même ordre de grandeur, dans les 70 000 euros. Alors, bien sûr, la production n'est pas la même, mais il y a quand même ça reste cher. Il y a une barrière de potentiel financière. Ouais, en effet. Et pour aller vers l'avenir, la recherche, c'est aussi produire de l'hydrogène au moindre coût, c'est-à-dire mettre le moins d'énergie possible dans la production d'hydrogène. Donc on parle d'algues par exemple, produire de l'hydrogène à partir d'algues, c'est une recherche d'avenir. Je pense que ça serait intéressant parce que on a des microsystèmes qui permettent, en y apportant un très peu d'énergie, de produire de l'hydrogène. Donc peut-être aller vers là, ou bien d'autres systèmes. Même si le rendement de l'algue n'est pas très bon, une fois qu'elle est lancée, c'est vivant, ça tombe tout seul. Il n'y a qu'à attendre que ça. Ça serait l'énergie verte. Là, on peut dire l'énergie verte. Là, ce serait l'énergie verte vraiment. Bon, il nous reste un peu plus de 10 minutes. Je propose qu'on prenne quelques questions de la salle, comme pour pouvoir interagir avec le public nombreux. Il y a, je pense, un micro qui va circuler. Ah voilà, il est là. Et il y a déjà une question là-bas. Alors, comme d'habitude, celui qui a le micro a le pouvoir. Donc, on va essayer de le faire circuler au mieux. Bonjour monsieur. Donc, je vais profiter du pouvoir qui vient de m'être conféré. Voilà. J'avais une question qui était plutôt sur maintenant ou la prospective concernant la miniaturisation des piles à combustible. L'électricité contribue pour beaucoup au déplacement, tout ce qui est nomade, que ce soit les trottinettes électriques ou les roues électriques, les vélos à assistance électrique, les téléphones portables, etc. Et est-il déjà possible actuellement, ou à horizon assez proche, d'avoir des technologies nomades fonctionnant à pile à combustible? Dans sa roue, il y a les monoroues là qui sont rigolotes. C'est ça. J'ai cru voir qu'il y a un projet pour des batteries de téléphone à pile à combustible, mais voilà, je veux savoir où on en était dans cette miniaturisation et les potentielles contraintes techniques. On trouve sur Internet beaucoup de systèmes, de nombreux systèmes avec de recharge de téléphones portables. Vous savez, les on appelle ça les power banks. Ça, on en trouve. J'en ai un système dans le laboratoire. Avec une petite cartouche d'hydrogène, on peut recharger son téléphone portable ou bien produire de l'énergie pour s'éclairer. Donc c'est une cartouche d'hydrogène, ce qui est assez intéressant, et non pas comprimée, parce qu'il y a encore plusieurs façons de stocker l'hydrogène, on en a parlé tout à l'heure. Le système le plus simple qui est utilisé dans un véhicule, c'est de l'hydrogène comprimé, mais on peut aussi stocker de l'hydrogène sous forme solide.
Vous vous rappelez peut-être, il y a encore quelques années, on utilisait des batteries nickel métal hydrure. Donc on a des hydrures de métaux, et dans ces hydrures de métaux, on peut stocker de l'hydrogène. Et ce sont des batteries, disons des petits réservoirs d'hydrogène solides, qui sont un peu plus lourds, mais d'un point de vue sécurité, il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est du solide, il n'y a Vous plus de pouvez pression. Voilà. Ça peut tomber par terre, on peut l'utiliser dans un avion. Moi, je sais que j'ai utilisé dans un avion pour recharger son téléphone portable. C'est ce qu'on fait sur certains vélos maintenant. Il y a aussi des vélos avec des hydrures. Des recharges d'hydrogène. Donc il y a ça. Il y a aussi, on peut aller encore plus bas. J'ai des collègues qui travaillent sur des micro-piles à combustible pour mettre dans les cartes bancaires, par exemple dans les systèmes de type carte bancaire, vous voyez, donc très petites. Il y a, tout à l'heure, je parlais de piles à combustible pour les camping-cars. Ce sont des piles à combustible qui ne fonctionnent pas obligatoirement avec de l'hydrogène, mais plutôt avec une autre source d'hydrogène que du méthanol ou de l'éthanol. Donc on trouve des piles à combustible à éthanol ou méthanol. Et ces piles-là, on peut aussi les réduire en taille. Et ça aussi, ça paraît aussi très intéressant, parce que là, on s'affranchit de la source d'hydrogène, on utilise autre chose que de l'hydrogène. Donc ça existe pour répondre à votre question. Donc c'est au-delà du prototype, comme ça existe. Ah, oui. C'est au-delà du prototype. Ah oui, c'est commercialisé. D'accord. Oui. Au-delà du système expérimental de laboratoire. Ouais. D'accord. Ça reste cher. Ouais. Hein, d'accord. Bon, d'accord. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, moi, ma spécialité, c'est l'ingénierie atomique. J'avais 2 questions. La première question, c'était sur les turbines à combustion d'hydrogène, parce que ça permettrait d'éviter d'utiliser du platine. Alors, effectivement, on aurait un plus faible rendement. Je crois savoir que Siemens travaille toujours sur des turbines, des grosses turbines pour produire de l'électricité avec utilisation d'hydrogène, mais qu'un des soucis, c'était que, en fait, ça fait trop de chaleur localement, et elles ont tendance à fondre. Alors je voulais savoir si c'était une technologie qui était aujourd'hui mise de côté, ou si elle avait encore un avenir d'avoir des systèmes où en fait on brûle directement l'hydrogène avec l'oxygène. Donc ça, c'était ma première question. Et ma seconde question, c'est le vieux nucléaire qu'on a en France permet d'avoir de l'électricité à peu près à 42 euros le mégawattheure. C'est la Cour des comptes qui a établi ce chiffre. Le nucléaire récent, on voit à combien il est vendu à la Grande-Bretagne, qui va être autour de 120 euros le mégawattheure. Aujourd'hui, l'éolien terrestre devient très compétitif, mais l'éolien terrestre ne permet pas de faire de l'électricité de pointe. En fait, on l'utilise quand elle en produit, mais on ne peut pas en stocker aujourd'hui. Donc ma question, c'était de savoir quel est le prix d'électricité si on lui adjoint un système de stockage d'électricité temporaire avec de l'hydrogène. Voilà. Merci. Je réponds sur la première question. Sur la deuxième, c'est quand même c'est un peu compliqué. Sur la première, sur les turbines. Donc, on parle d'hydrogène là pour faire de la combustion. D'accord ? Effectivement, le gros problème de l'hydrogène dans sa combustion, c'est qu'il produit énormément de chaleur, ce qui fait qu'on n'a pas de métaux qui résistent actuellement pour faire un moteur, parce on peut simplement faire un moteur à combustion avec de l'hydrogène. Il y a eu des essais, des tentatives de type BMW. BMW, il y a quelques années, avait produit des voitures à hydrogène avec un réservoir d'hydrogène et un système de combustion. Ils ont arrêté complètement leur production. Par contre, ce que je sais, c'est que notamment, par exemple, à l'école centrale, il y a des recherches où on va mélanger l'hydrogène avec un combustible classique. Donc faire ce mélange hydrogène-combustible. Je sais qu'il y a quelques voitures aussi où des gens font trafic, on va dire, un peu, où ils font une production locale d'hydrogène avec un électrolyseur, ils mettent ça dans leur voiture en utilisant l'électricité de la batterie, et ils mélangent l'hydrogène et l'oxygène qui est produit aussi d'un côté et de l'autre, et on a un véhicule qui a un meilleur rendement. Là, c'est aussi un mélange. Donc je pense que aller vers l'hydrogène pur, c'est peut-être pas obligatoirement ce qui va être fait, mais peut-être ce mélange-là, ça peut être intéressant. Pour la deuxième question, là, en termes de coût, je peux pas. Bon, c'est très compliqué actuellement d'inclure un coût parce qu'il faut regarder le facteur d'échelle. Actuellement, il n'y a pas de système commercialisé pour stocker l'hydrogène, donc je ne peux pas vous répondre à votre deuxième question. Je suis désolé. Merci de la réponse, en tout cas. Est-ce qu'il y a une autre question Ah, il y a quelqu'un au fond là-bas, voilà, le micro arrive. On vous voit.
Bonjour. J'avais une question. Je vous ai entendu parler en début de conférence de la réaction de Sabatier. Et moi, je me posais la question. Alors, l'hydrogène, ça a plein d'avantages et ça a aussi plein d'autres inconvénients, notamment les réservoirs à 700 bars. Au niveau sécurité, il faut faire vraiment attention. C'est un atome tout petit, donc il est difficile à conserver dans des réservoirs. Il faut vraiment des réservoirs très étanches. Donc, je me posais la question, quel était l'intérêt de la filière hydrogène via la pile à combustible par rapport à une filière méthane renouvelable via la réaction de Sabatier? Sachant qu'on a déjà un réseau de gaz qui est fonctionnel, il me semble que la filière gaz a pas mal d'avantages. Comment? Oui. Dès lors qu'on utilise du méthane, pour moi, on produit du CO2. Et donc, quelque part, si on a une production de CO2 derrière un véhicule, on ne peut pas le stocker, sinon il y a longtemps que ça serait fait. Et contrairement aux véhicules à hydrogène, même si l'hydrogène est produit à un endroit donné, même si on utilise du méthane, on peut stocker le CO2 à cet endroit-là. Après, dans le véhicule, l'hydrogène ne produit que de l'eau, donc là, on n'a pas de souci. Donc pour moi, l'intérêt de la filière hydrogène par rapport à la filière, on va dire, dite méthane, c'est à quel endroit on produit le CO2, et peut-on le stocker ou pas le stocker? Oui, c'est l'idée que dans une grosse centrale, on peut éventuellement l'équiper d'un système de capture du CO2, si tant est qu'on sache le faire bien, ou de capture d'émanation, disons, qui serait gênante, alors que c'est plus difficile d'équiper chaque véhicule avec ce petit système de captation, tandis que ce véhicule, quand il roule au moins localement, lui n'émet que de l'eau, ouais, même si ce qu'il a comme d'hydrogène ou comme gaz de fonctionnement vient d'une centrale qui émet de CO2. Donc c'est un problème d'échelle de production. Voilà. Et si on a de l'hydrogène, donc on parlait tout à l'heure d'électricité fatale, on va dire, qui ne serait pas utilisée, donc des éoliennes par exemple. Alors, il y a eu des moments où en Allemagne on a produit trop d'électricité, on savait pas, ils ne savaient pas quoi en faire. Ils ont même donné de l'argent pour racheter cette électricité-là issue d'éoliennes. Cette électricité, si on produit de l'hydrogène, à ce moment-là, on peut le réutiliser, mélanger avec du CO2 pour produire ce gaz qui est le méthane, qui peut être utilisé pour fabriquer plein de choses. On va prendre une dernière question. Il nous reste 3 ou 4 minutes. S'il y a une dernière question, on la prend. Sinon, on va goûter. Boire un café. Bon, ben alors tout le monde a tout compris, tout le monde est content de tout ça. Merci à vous, merci de votre présence pour un sujet qui était technique. Merci à vous et merci à nos invités.